Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut, aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu ne me connaisses pas encore. Je m'appelle Marie-Ève Fredette, je suis accompagnatrice de l'âme, messagère des mondes subtils. Cet épisode-ci, je participe à la 3e édition du Grand Podcaston qui se tient du 15 au 21 mars 2025. Le Podcaston, c'est le premier événement caritatif qui rassemble les podcasteurs du monde entier afin de permettre de ramasser des dons pour l'organisme de notre choix. En 2024, c'est plus de 1400 créateurs de podcasts qui ont participé en publiant un épisode bonus mettant en lumière une cause de leur choix. La cause que j'ai choisie cette année pour ma première édition, c'est la Rose des Vents à Drummondville, au Québec. Pourquoi j'ai choisi cet organisme-là de la Rose des Vents? C'est que leur œuvre me tient à cœur. C'est un organisme qui s'occupe des femmes et des enfants qui subissent de la violence, de l'abus psychique, psychologique, physique, de la violence sous toutes ses formes et elles prennent en charge ces familles, ces femmes qui ont vraiment un grand besoin pour s'en sortir et peut-être même sauver leur vie. Pour moi, cette œuvre-là, elle est très symbolique. J'ai eu la chance de les rencontrer dans la classe de ma fille dernièrement. Des intervenantes sont venues parler de leur œuvre et ça fait 40 ans que cet organisme-là existe et permet d'offrir des hébergements à ces femmes, à ces enfants-là qui vivent toutes sortes d'abus inimaginables. Donc, pour moi, c'est très important et très symbolique d'offrir cet épisode-là à la Rose des Vents de Drummondville. C'est un sujet qui est quand même assez sensible parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai pas eu besoin de leur service, mais c'est quelque chose qui aurait pu très vite dégénérer si je ne m'étais pas prise en charge. On sait très bien que être victime d'abus, être victime de violence, que ce soit conjugale, que ce soit au niveau d'un employeur, des collègues de travail, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où, dans n'importe quel milieu dans lequel on est, ça engendre assurément des conséquences dans notre corps physique, dans nos mémoires, dans nos cellules. Et comme je suis une grande intuitive et que j'ai moi-même vécu une situation. En fait, j'ai vécu plusieurs situations d'abus dans ma vie et c'est parfois très déguisé et subtil la façon dont ça se présente à nous. Je ne vais pas me qualifier comme une victime d'abus. J'ai passé ce stade-là, ça fait un petit bout de temps déjà, et je suis plutôt en mode transmutation de ces mémoires-là. Bien entendu, c'est pas quelque chose qui est évident pour moi de parler, mais c'est tellement important que je vais me mettre à nu et te parler de ma propre situation, sans nommer de nom, sans rien activer non plus. Je veux pas activer ta pitié ou quoi que ce soit. Je veux simplement t'exprimer mon expérience et te parler un petit peu comment j'ai pu m'en sortir et ce que j'ai vécu en tant qu'intuitive parce que j'ai quand même des clairs très importants qui m'ont probablement sauvé du mode survie que je me suis mis moi-même dedans, que mon système nerveux a tellement contracté et qui m'a mis en mode hypervigilance, en mode de survie, en mode stress, en mode cortisol super élevé et qui m'a mis en mode protection plus, plus, plus. Donc, cette expérience-là, il y en a quelques-unes. C'est en fait des narcissiques, j'en ai eu quelques-uns dans ma vie, mais le dernier était quelque chose d'assez particulier. Je me suis jamais méfiée de cette personne-là parce que je suis une personne qui aime. J'aime tout le monde. Je vois le beau en chaque personne. Donc, ça me joue parfois des tours d'avoir cette capacité-là de voir la beauté chez une personne avant de voir ses attraits, on va dire, plutôt manipulateurs, narcissiques, ses défauts, on va dire ça. J'ai la capacité de voir la beauté chez les gens avant même de voir les défauts. Je pourrais juger ce côté-là comme étant naïf, mais en même temps, j'ai pas envie de me juger. J'ai pas envie d'embarquer dans ça. J'ai vraiment envie de dire que, ben, pour moi, tout le monde est beau.
Donc, tout le monde est beau, tout le monde a sa chance d'être une belle personne, tout le monde a une étincelle divine à l'intérieur. Ben, c'est ça. Je me suis fait jouer un sacré tour, mais si j'ai vécu ça, c'est probablement parce qu'on savait que j'enseignerais quelques temps plus tard, quelques années plus tard, à s'en sortir. L'univers est tellement bien fait que l'univers devait savoir que je serais là devant toi aujourd'hui même pour te parler de cette expérience-là qui a été une expérience étouffante. Une expérience où je me suis éteinte moi-même dans mes blessures et je me suis éteinte dans mon aspect déesse, dans mon aspect femme sacrée, dans mon aspect féminin. Donc, je te raconte, j'ai été quelques mois en relation avec un pervers narcissique, toxicomane. Je te raconte mon expérience. Ça a duré pendant quelques mois. J'ai rencontré un homme. Ça a cliqué tout de suite avec lui. Je le trouvais super gentil. Et c'est vrai qu'il était gentil. Il avait des belles qualités. Par contre, ça paraissait pas dans sa face, mais il était toxicomane. On va pas parler ici de cannabis, mais on va parler de cocaïne. On va parler du gros stock lourd et j'ai vécu toutes sortes de choses à l'intérieur de ça parce que cette personne-là, justement, il avait des très beaux côtés, il y avait une belle sensibilité dans cet homme-là, mais ça me faisait vivre toutes sortes de choses. Et comme c'était la première fois que je vivais une relation avec un homme toxicomane, je ne savais pas du tout comment ça se passait dans sa tête. Donc, de fil en aiguille, j'apprends à le connaître un petit peu plus. Il y a plein de choses qui me conviennent pas, il y a des choses qui sont belles en lui, mais majoritairement, ça fonctionne pas. Donc, après 6 mois, ma décision, elle a été très, très claire, en comprenant toute l'ivresse mentale qu'il y avait derrière tout ça, en comprenant que je mettais peut-être ma famille en danger, en comprenant que je me mettais peut-être en danger, mais aussi en comprenant que c'était aucunement la même vibration que moi. Ça a pris du temps avant que je comprenne, tu sais, de dire, OK, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi qui est trop exigeante? Est-ce que c'est moi qui bla 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 bla? Là, on peut se faire un paquet de scénarios, puis on a besoin de vivre l'expérience à notre rythme, et ça, c'est parfait. Je l'ai vécu comme il fallait que je le fasse. Cependant, là où ça s'est corsé, c'est après la rupture. Parce que pendant, ça va, il peut avoir ses ivresses mentales, il se reprend quand même assez vite pour pas trop laisser transparaître et il se dit amoureux. Donc, il y a quand même ces aspects-là de la sérotonine qui est dégagée, qui fait qu'il est bien quand même. Et je vois qu'il veut faire vraiment des efforts, il travaille super fort pour être en rétablissement et que bon, je suis OK, on verra, tu sais. Si c'est ça le rôle que j'ai à jouer, je ne sais pas. Alors, ça reste comme ça. Et à un moment, j'ai seulement ma fille avec moi et ça me dit, là, tu as 30 minutes pour t'en aller de chez vous, il s'en vient. Ce matin-là, je devais prendre ma douche, réveiller ma fille, qu'elle prenne sa douche et en 30 minutes qu'on devait être dans l'auto, avoir tout pacté parce que je ne savais pas dans quel état il était. Mais c'était tellement fort à l'intérieur de moi, ce sentiment-là, parce que il était capable de faire de la télépathie avec moi, ce gars-là. Donc, il avait quand même des capacités intuitives. Il savait pas trop comment ça fonctionnait, mais il savait quand même qu'il y avait ça. Donc, j'ai reçu le message dans ma tête comme un signal d'urgence incroyable. Et là, je vous le dis, là, c'est 30 minutes top chrono parce qu'il habitait à 30 minutes. Alors, je peux-tu vous dire que ma douche s'est faite super rapidement. J'ai réveillé ma fille. Je lui ai dit, ah, viens, on s'en va déjeuner. Je la prépare. Je dis, envoie dans la douche. Pendant qu'elle est dans la douche, en cachette, je prépare tout le linge. Je ramasse des affaires. Et là, je m'en vais. Là, je lui explique pas pourquoi toute cette urgence-là. Donc, on s'en va déjeuner. Déjà, je me sens plus loin de chez moi. Je me dis, OK, je suis correct, on est en sécurité. Samedi, sors de chez vous. Je m'en vais passer la journée avec une amie et j'ai été en alerte comme ça de 8 heures le matin jusqu'à 2h30 l'après-midi. Je savais à l'intérieur de moi que si je retournais chez moi, j'étais pas en sécurité. Je n'étais pas en sécurité et je mettais ma vie et celle de ma fille en danger. Je savais pertinemment qu'il avait fait une rechute parce que quand on est intuitive comme ça, qu'on a des clairs ouverts, je vais parler pour moi, les miens qui sont ouverts, ben, j'ai parfois la télépathie, mais j'ai aussi l'hyper-empathie. Donc, je sais exactement une personne qui pense à moi, quelle est son émotion. Je reconnais, je vis en moi l'émotion de l'autre personne. Et je savais pertinemment qu'elle allait pas bien.
Il avait de la peine, il était en colère, mais il était plus qu'en colère, il était sous la cocaïne, donc il pouvait être invincible et faire n'importe quoi. Donc, je peux vous dire que cette journée-là, ça a été une journée assez paniquante pour moi. Mais à 2h30, j'ai vraiment senti, ça fait, OK, tu peux t'en aller chez toi, t'es correct. T'es en sécurité. Il est parti. Ça a été autour de 4h, 4h30 que j'ai quitté finalement, tu sais, de chez mon ami pour me dire, OK, c'est correct, je le sens, ça va, je suis rendue là. C'est bon, je peux partir. Alors, je m'en vais, je fais mes choses et effectivement, tout était correct. Il avait pas touché à rien, il avait pas abîmé rien, je sais juste qu'il était là. Il était venu. Ça reste comme ça et quelques mois passent. Et il y a un autre moment donné où je me lève encore le matin, ça tiraille, et là, ça me dit, oh boy, il est proche. Il est proche, il vient se cacher dans le bois en avant. Ça faisait quelques jours que j'avais déjà les informations. J'avais même l'impression qu'il y avait mis des caméras en avant de chez moi. Et effectivement, quand je passais avec un scan de caméra, un détecteur, avec le cellulaire, il y avait des applications, je voyais des petits points verts clignoter dans le bois. On s'entend là, dans le bois, il n'y a rien qui clignote. Même des yeux de chevreuil, ça ne sortirait pas comme ça. Ça m'a remis en hypervigilance, ça m'a remis en mode panique, mais mode panique, je maintiens un certain niveau de confiance en moi et j'arrive à gérer quand même ce qui se passe. Et là, un matin, ça me dit, OK, parle avec les enfants, dis-leur si jamais cette personne-là revient, puis que je suis pas là, que je suis pas à la maison parce qu'ils sont en âge de se garder. Si jamais il revient, vous appelez la police, vous y parlez même pas, vous faites juste appeler la police, puis la police va venir, vous leur expliquer rapidement la situation. Et là, on s'en va ce même soir-là, moi et un de mes garçons, on s'en va magasiner, on s'en va faire des commissions, et quand on revient, je suis en train de sortir les sacs d'épicerie de ma valise d'auto. Et mon grand qui est rentré, il revient, il ressort et me dit, Maman, il dit, pourquoi tu nous as dit ça? Il dit, pourquoi tu nous as parlé de cette personne-là et que tu penses qu'il va revenir? Et moi, super spontanément de lui dire, ben, c'est parce que je le ressens. Et quand je lui ai dit ça, je suis dehors, il fait noir, il est 21h le soir. Et là, il y a un craquement dans le bois, comme si quelqu'un était tombé sur une branche puis qui avait été saisi par surprise, parce qu'on s'entend, mon fils n'était pas à côté de moi quand il me l'a demandé, il était un petit peu plus loin, donc j'ai dû parler un petit peu plus fort, j'avais la tête dans la valise, donc pour qu'il puisse bien m'entendre, je devais avoir un certain ton de voix. Donc c'est certain que l'autre bord de la rue, la personne m'a entendu. Et soudainement, ça bouge plus, ça craque plus. Mais moi, en dedans, c'est la panique, là. Ça, je le sais qu'il est là. Et je sais que je suis peut-être en danger. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il veut juste savoir, je suis rendue où dans ma vie? Est-ce que j'habite encore là? Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? Mais peu importe le mental qui va s'activer, il y a quand même ce sentiment-là à l'intérieur d'hypervigilance. Et j'essaie de mettre toutes mes clairs en mode activation, là. Donc, télépathie, hyper empathie, on l'active, go, puis on ouvre toutes les machines. Alors, on finit par rentrer, moi, mon fils, et là, lui, il panique un peu parce qu'il sait, je leur ai expliqué la situation de cette personne-là. Sans vouloir les faire paniquer, mais en voulant leur dire, écoute, on le sait jamais, on ne sait pas comment il va réagir. Alors, il faut se préparer, tout simplement, sans avoir peur, mais sans être trop ami avec lui si jamais il vient. Puis ça passe. Peux-tu imaginer la sensation quand tu es en hypervigilance, que tu ne te sens pas en sécurité, mais qu'en plus tu es un hyperempathe, donc tu ressens tout, tu fais de la télépathie, donc t'entends. Comment la panique à l'intérieur de moi pouvait être grande, mais à la fois, j'avais cet équilibre-là qui venait m'aider justement parce que je ressentais l'émotion. J'entendais aussi en télépathie. Donc, j'avais une certaine longueur d'avance sur lui. Par contre, imagine.
Une femme qui n'a pas ces clairs-là activés, une femme qui est toujours en hypervigilance, qui a son cortisol très élevé, qui est en stress tout le temps, qui est en mode anxiété, en mode panique, parce qu'elle ne sait pas à tout moment qu'est-ce qui peut se passer. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aider le plus de femmes possible à venir sortir de ces blessures-là, à venir s'en départir, s'en dégager, sans aller activer nécessairement les cas de souffrance, sans aller activer ces blessures-là, mais simplement les aimer, de venir sécuriser le système nerveux, de venir aider à déposer les armes de notre système nerveux parce qu'on s'entend, les protections sont extrêmement fortes. Quand on arrive à ce niveau-là, on est blindé partout, là. Tout notre cerveau est en hypervigilance. Il peut même avoir un brouillard au niveau du cerveau qui va empêcher de prendre des décisions, qui va empêcher de prendre action. Donc, pour moi, c'est super important d'aider le plus de femmes possible qui souhaitent s'en sortir une bonne fois pour toutes. Que ce soit une femme qui est en train de vivre un événement actuel dans sa vie d'harcèlement, d'abus, de violence, que ce soit une femme qui a vécu ça dans son enfance ou dans son jeune adulte, peu importe. Il y a tellement de femmes qui sont blessées comme ça, de femmes blessées et de déesses oubliées, que pour moi, c'était hyper important de venir les accompagner avec tous les outils que j'ai. Mes outils, c'est facile, c'est la grâce. Donc, le rayon de la grâce, je le porte à l'intérieur de moi et ça permet vraiment de venir envelopper, enrober, bercer toutes ces parts de nous qui sont blessées. Pourquoi les femmes? Ben, c'est simple, en ce moment, c'est celle qui me touche le plus. Mais bien entendu, les hommes aussi, vous avez des blessures plus ou moins grandes, des blessures du cœur. Je suis entièrement d'accord. Et, et c'est possible aussi de vous accompagner, mais à d'autres niveaux, en séance individuelle ou en séance en groupe lors des voyages au cœur de soi. Cet accompagnement-là, Femmes blessées, déesses oubliées, que je co-anime avec ma grande amie Belinda Côté, c'est un accompagnement où on peut vraiment retrouver cet état de bien-être, de paix, de sérénité, de béatitude, de sécurité. De sécurité. Lorsqu'on n'a pas la sécurité dans notre corps, dans notre système nerveux, on se met toutes les protections possibles pour s'empêcher de recevoir, que ce soit l'abondance, recevoir l'amour, recevoir la bienveillance, recevoir des belles personnes, peu importe. Quand ça, c'est actif, c'est assez difficile d'être pleinement aligné et pleinement centré en pleine possession de ses pouvoirs, de son talent, de sa divinité. Pour moi, c'était important de venir donner un petit coup de pouce à la Rose des Vents, organisme de Drummondville. Et si tu souhaites, tout comme moi, leur donner un petit coup de pouce, tu peux leur faire un don. Ça coûte pas grand-chose, tu donnes ce que tu veux et c'est directement via la plateforme de la Rose des Vents sur leur site là pour aider tout ensemble.ca / faire trait d'union 1 trait d'union don DON / Donc, en allant sur ce site-là, sur cette page-là, tu vas pouvoir directement donner ce que tu veux, ce que tu souhaites pour permettre à cet organisme-là d'aider des femmes et des enfants, des familles en difficulté, en grande problématique, vivant de l'abus, de la violence, que ce soit psychologique ou qu'elle soit physique, sexuelle, psychologique, peu importe. Le moindre don peut aider à sauver une famille. Le moindre don peut aider une femme à devenir meilleure, à protéger ses enfants, à protéger sa vie à elle. Merci pour cette écoute-là que tu as en ce moment avec moi. Merci de me soutenir dans mon podcast, de t'abonner. C'est un petit geste, juste de t'abonner à la plateforme que tu préfères, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple, peu importe. Ça coûte rien, c'est gratuit et moi, ça me permet de me faire voir, de me faire entendre à tous ces gens-là qui ont besoin
d'entendre ce que j'ai à dire. Alors, je te souhaite une merveilleuse semaine et on se reparle très bientôt.